Salut tout le monde, bienvenue sur Faut ce qu'il faut pour une petite vidéo un peu spéciale. Je pensais pas faire une vidéo sur ça, mais je finissais une petite maquette personnalisée il y a quelques jours et je me suis dit que je pouvais vous montrer comment je l'ai fait, comment j'avais commencé à les faire, comment je les fais maintenant et des petites anecdotes sur les véhicules eux-mêmes. Je vais commencer par mes plus vieilles maquettes et évidemment j'ai pas de photos de leur fabrication. J'ai commencé à en faire quand j'avais 12 ans. Maintenant j'en ai 27, donc ça fait... À l'époque, je jouais à Blazing Angels sur Wii, je sais pas si vous connaissez, et je voulais vraiment faire des maquettes de mes avions préférés. Le premier que j'ai fait était le Messerschmitt 110. Le M110 était un avion de chasse bimoteur allemand du début de la Seconde Guerre mondiale. Il était efficace durant les invasions de la Pologne et de la France, mais était complètement inadéquat dans les batailles aériennes en Angleterre. Il avait un bon armement, une bonne portée et pouvait emporter un radar, donc il est devenu un chasseur de nuit. Pour le faire, j'avais trouvé un plan en 3 vues sur un site français. Ce site-là, honnêtement, est une mine d'or pour les plans d'avion, et je vais mettre le lien en description. Donc, ce que je fais à chaque fois, j'imprime le plan et je fais la maquette à la taille de l'impression. Pour celui-là, j'avais commencé avec une structure assez simple, toujours avec mon fidèle fusil à colle, et je pensais pas pouvoir arrondir le carton, donc j'ai rempli la structure avec du papier mâché. Vous pouvez voir que le résultat est pas lisse ou égal, mais c'est pas si mal pour un début. Pour les ailes, je voulais vraiment faire la forme des ailes, mais j'étais pas très bon et j'avais juste mis une pièce de carton au milieu pour donner de l'épaisseur. Le problème, c'est qu'au lieu d'une belle courbe, on a un angle assez carré, et j'avais pas pris en compte l'épaisseur du carton, donc l'aile est vraiment trop épaisse. Un peu après, j'ai fait le Yakovlev 4, un avion assez similaire. Oui, une chose sur moi à l'époque, j'étais un genre de jeune adolescent qui était wannabe nerd d'histoire, wannabe pro-communiste, donc je faisais juste du matériel soviétique et nazi, parce que, évidemment, les méchants c'est plus cool. J'avais même un drapeau soviétique dans ma chambre, donc ça donne une idée. Le Yak 4 était un bombardier léger, et seulement 90 ont été construits. Rien de spécial pour cet avion-là, je l'ai juste fait parce que c'était soviétique. Je l'ai construit exactement de la même manière que l'autre, avec du papier mâché pour la structure, et au final, c'était légèrement mieux. Pour le prochain, je voulais un avion moderne, donc j'ai fait un des meilleurs avions soviétiques de la guerre froide et encore utilisé aujourd'hui, le MiG-29. Il a été construit à partir des années 70 en réaction aux avions américains comme le F-15 surtout, mais il n'a jamais été aussi bon que le Eagle ou le F-16. Comme d'habitude pour les avions soviétiques, l'accent était sur la simplicité et l'agilité, et il y avait une bonne vitesse. Il a été utilisé dans la guerre du Golfe par les Irakiens, au Kosovo par les Serbes, par le gouvernement syrien durant la guerre civile, et par les deux côtés aujourd'hui en Ukraine. J'ai utilisé la même technique, une structure en carton avec du papier mâché, mais vous pouvez voir que le résultat est plus lisse. C'est parce que plusieurs années après, j'ai décidé de sculpter certaines de mes maquettes pour enlever le surplus de papier mâché et les rendre plus lisses. Pour les réacteurs, j'ai juste fait des tubes en carton, donc assez basique. Pour le prochain, je voulais un canon, soit d'artillerie ou anti-char, et de tous les canons les plus cool et badass de la Seconde Guerre mondiale, j'ai choisi le PaK-36. Non, c'était pas un mauvais canon anti-char au début de la guerre. Il a même équipé les premières variantes de Panzer III dans les invasions de la Pologne, de la France et de l'URSS. Mais déjà en France contre les tanks médiums et lourds, et surtout en URSS, les Allemands ont réalisé qu'il était impuissant. Pour celui-là, j'ai dû trouver un plan sur Google parce que Richard Ferrière a juste des avions, mais c'était pas tant un problème. Il est entièrement fait de carton, avec des pics à brochettes en bambou sur les côtés et pour l'essieu. Juste après ça, un autre avion que j'aimais beaucoup de Blazing Angels, le Focke-Wulf 190. Les Allemands, durant la Seconde Guerre mondiale, utilisaient surtout le ME-109, mais ils ont développé le FW-190 en parallèle. Il a débuté à la fin de 1941 et s'est montré supérieur au ME-109 à basse altitude, mais n'était pas vraiment fait pour intercepter les bombardiers alliés à haute altitude. C'était aussi le premier vrai chasseur-bombardier de la Luftwaffe. Pour celui-là, vous pouvez voir que j'ai taillé le papier mâché avec une lame encore, et que les ailes sont toujours aussi anguleuses. Quand j'avais vu Saving Private Ryan pour la première fois, j'avais environ 13-14 ans, et je voulais absolument faire une maquette du Tigre. Le Tigre était le principal tank lourd allemand de la guerre et a débuté en URSS et en Afrique en 1942. Son canon était excellent, son blindage était épais, il était énorme et il a rapidement gagné une réputation d'invincibilité. Malgré ça, il était peu fiable, difficile à construire et le blindage restait pénétrable par des canons comme le 17 Pounder sur le Sherman Firefly. C'était différent des avions pour moi, mais au final le résultat est bon. Deux choses à propos de la tourelle. Le canon n'est pas l'original. Voici l'original, donc vous comprenez pourquoi j'ai voulu le refaire plus tard. Pour la tourelle, je voulais vraiment qu'elle tourne.
Quand j'avais environ 10-11 ans, j'étais un gros fan de la série Benton et je me suis fait une réplique de sa montre en carton. Je voulais qu'elle tourne, donc j'ai pensé à un système qui était vraiment très simple et que j'utilise encore aujourd'hui pour mes tanks. On a une base, ensuite la base de la tourelle avec un trou au bon endroit, je fais une bosse avec de la colle chaude, pile la bonne taille, ensuite je mets une plaque dessus pour empêcher le tout de remonter. Je construis le reste de la tourelle séparément et je colle le tout d'un coup. Sinon, les chenilles sont juste des languettes de carton avec des lignes de collant, rien de spécial, et les roues sont attachées au tank par des morceaux de bambou. Si je faisais un tank allemand, je devais absolument faire un soviétique. Évidemment, je voulais faire le fameux T-34, mais la tourelle était un peu trop arrondie, donc je suis allé plutôt vers le KV-1. Le KV-1 était le principal tank lourd soviétique du début de la guerre, et honnêtement, il était meilleur que le T-34. Désolé les fans de T-34, mais je vous réfère à la vidéo de Laser Pig. Il était par contre plus dur à faire et surtout plus cher. Deux choses que les soviétiques détestaient le plus. J'ai suivi exactement la même technique que le Tigre pour le construire. Remarquez comment à l'époque je laissais les excès de colle et que je peignais dessus, donc c'était pas super visuellement. Les roues sont simplement deux ronds avec un rectangle de carton pour les séparer, donc c'est pas trop joli, mais ça m'aurait pris énormément de temps pour faire une pièce ronde pour chacun. Pendant que j'ai fait un autre tank soviétique, le PT-76. Je voulais avoir quelque chose utilisé par les Nord-Vietnamiens durant la guerre du Vietnam, mais le T-54 c'est beaucoup trop rond pour le faire en carton. Le PT-76 était un tank léger amphibie fait pour la reconnaissance. Il a équipé des pays du tiers-monde et a combattu dans beaucoup de conflits. Pour le mien, remarquez deux choses. Le châssis est un peu tordu, parce qu'à l'époque je faisais pas vraiment de structure à l'intérieur pour faire quelque chose de droit. Pour la tourelle, c'est un peu comme un cône coupé, donc tout ce que j'ai eu à faire c'était prendre le plan, faire un peu de mathématiques et tracer la bonne forme. Pendant que j'étais dans la thématique de guerre du Vietnam, j'ai fait le MiG-21. Le MiG-21 est toujours utilisé aujourd'hui et avait été développé à base dans les années 50. Plus de 11 000 ont été faits et ils ont équipé un paquet de pays. Il était rapide et agile, mais le moteur était peu fiable et il était assez mauvais à basse altitude. Le principal facteur encore là était la facilité d'utilisation et le peu de maintenance, donc idéal pour exporter à des pays pauvres. Pour celui-là, j'ai fait un cylindre en carton, et le nez et la partie du haut étaient en papier mâché que j'ai taillé. Remarquez aussi que les ailes ne sont plus anguleuses, elles sont pas parfaites mais ont un peu de courbe. Le papier mâché c'était pas idéal pour faire des avions, donc j'ai décidé de faire le prochain seulement en carton, le MiG-31. Le MiG-31 était un intercepteur soviétique, le descendant du très connu et assez mauvais MiG-25. Il y avait une meilleure électronique, une structure plus forte et une meilleure maniabilité à basse altitude. Il est utilisé aujourd'hui par les Russes en Ukraine. Ma maquette c'est une version un peu simplifiée parce qu'à l'époque j'étais pas vraiment sûr comment le faire correctement, mais c'est encore décent. C'est aussi quand j'avais commencé à utiliser mon fusil à colle pour faire fondre des excès de colle et rendre les surfaces plus lisses. Après ça, je suis retourné au tank allemand avec les Panzer 3 et 4. Je commençais à jouer pas mal à Forgotten Hope 2, qui reste selon moi un des meilleurs FPS de Seconde Guerre mondiale malgré les vieux graphiques. So, you think you can handle this? I think not. J'aimais surtout les cartes de désert, et le Panzer 3J et le Panzer 4 F2 étaient mes tanks favoris. Le Panzer 3 était le tank moyen allemand principal du début de la guerre, avec son canon de 50 mm, et il a été utilisé sur tous les fronts et a servi de base pour des canons automoteurs. Le Panzer 4 quant à lui était à la base un blindé de support d'infanterie pour attaquer des positions fixes avec son canon court de 75 mm, mais il a été amélioré avec un long canon quand il est devenu évident que son rôle serait du combat de tank. On pourrait argumenter que c'était le meilleur tank allemand, dans le sens qu'il était facile à modifier et améliorer, facile à faire, et il avait une bonne performance générale. Un détail amusant, il a été utilisé par les Syriens durant la guerre des 6 jours en 1967, tandis que les Israéliens avaient des Sherman modifiés. Bon, évidemment, les deux côtés avaient des tanks plus modernes, comme le T-55 et les Centurions, mais quand même. Mon Panzer 3 était pas mauvais, mais on peut voir comment le 4 est nettement mieux fait. Il y a plus de détails, le canon surtout est bien fait, les chenilles aussi, et même le pot d'échappement. Ça reste un de mes préférés, honnêtement. Ce que j'ai fait en commençant avec ces tanks-là était, au lieu de couper des pièces séparées pour tout, je pliais des pièces pour donner un fini plus lisse. J'avais aussi fait un M1 Abrams pour un ami, ce qui était vraiment blasphème pour moi parce que j'étais anti-américain, et un Messerschmitt 109 pour mon cousin, mais j'ai aucune photo des deux. Pour le M1 109, j'ai développé une technique que j'ai utilisée sur tous mes avions depuis ce temps-là, dont le premier étant le Mitsubishi A6M0. Le 0 est un des avions les plus iconiques de tous les temps. Au début de la guerre avec les Japonais, les Américains ont été choqués de voir comment l'avion et les pilotes performaient. C'était probablement le meilleur avion dans le Pacifique à ce moment-là. Il était rapide, agile, bien armé, avait une bonne vitesse d'ascension et pouvait se baser sur des porte-avions.
Il était pas robuste par contre. Quelques tirs pouvaient le détruire ou tuer son pilote. Au bout d'un moment, les Américains ont développé des avions supérieurs, tandis que les Japonais avaient du mal à produire leurs propres meilleurs avions en nombre. Pour celui-là, ce que j'ai fait, je vais vous montrer avec un autre avion. En gros, je coupe une pièce qui fait le profil, je colle un bout de bambou pour éviter qu'elle torde, et je colle des pièces comme ça pour faire la structure, un peu comme des vrais avions. Ensuite, on a la partie chiante. Je dois tailler des pièces de la parfaite taille par essai-erreur pour faire la surface, et ça peut prendre de 10 à 30 minutes chacune, dépendant de la forme. Pour le zéro, c'était facile par contre, parce qu'il était assez rond. S'il y a des trous ou des imperfections, je dois simplement remplir les trous de colle et sabler ou tailler le tout pour avoir une surface lisse. Pour les ailes aussi, j'avais commencé à faire la bonne forme, avec une structure à l'intérieur qui prenait en compte l'épaisseur du carton. Après ça, un autre MiG, le MiG-17. Le MiG-17 est un avion subsonique, très agile et bien armé avec des canons de 23 et 37 mm. Il a été utilisé par beaucoup de pays, notamment les pays arabes contre Israël, et par les Nord-Vietnamiens contre les Américains. Les Américains ont été surpris d'apprendre que l'avion était correct, que les pilotes étaient compétents, et surtout qu'eux-mêmes étaient pris dans des combats aériens contre le MiG-17. Avant la guerre du Vietnam, la doctrine aérienne américaine focalisait uniquement sur la question de bombardement stratégique nucléaire, donc les combats aériens en jet étaient vus comme une chose du passé. Cette conception-là est partie en fumée quand les MiG-17 détruisaient des Thunder Chiefs et des Phantoms, qui n'étaient pas conçus, équipés ou entraînés pour ça du tout. J'ai fait l'avion avec la même technique que pour le zéro, et on peut voir un peu les lignes de séparation entre les panneaux de carton. Pour la peinture, j'ai fait une peinture de l'armée de l'air égyptienne. Remarquez aussi que les ailes sur mes avions devenaient de mieux en mieux. Un peu après, je pense que c'était autour de 2014-2015, j'ai fait ma dernière maquette pour un bout. C'était aussi le moment où j'avais changé mes opinions politiques. J'étais passé d'un énorme anti-américain, pro-URSS, Chine, Russie, Venezuela, Iran et j'en passe, à s'intéresser aux États-Unis, à respecter leur histoire, à lire énormément dessus, et jusqu'à collectionner des livres sur la politique américaine. J'ai quand même plusieurs présidents ici. Ça aurait été du blasphème pour moi un peu avant ça, mais j'ai fait l'obusier M2. Le M2 était un excellent canon qui a été utilisé dans la Seconde Guerre mondiale, en Corée, au Vietnam, et est encore utilisé aujourd'hui par l'armée sud-coréenne. C'est comme la mitrailleuse M2 Browning, c'est une superbe arme. Ici, si on le compare avec mon autre canon, on peut voir comment j'ai évolué au niveau des détails, en faisant attention à cacher la colle notamment. J'ai utilisé du bambou pour renforcer le canon lui-même, l'essieu et les pattes. Ça a été ma dernière maquette pour plusieurs années, j'ai juste perdu intérêt honnêtement. En 2017, j'ai décidé d'en faire une nouvelle. J'étais en train de lire les livres du général Carver sur la campagne d'Afrique du Nord dans la Seconde Guerre mondiale. Ça a donné un autre tank que j'aimais beaucoup jouer dans Forgotten Hope 2 par ailleurs, le Matilda. C'était un tank lourd de support d'infanterie, donc bien protégé mais lent, avec un blindage qui pouvait subir des tirs de 88 mm, ce qui était très bon. C'était un des principaux tanks britanniques dans le désert avant que le Churchill le remplace. Il a été assez dur à faire, je vais pas vous mentir, et en fait à un moment j'ai juste perdu l'intérêt encore et j'ai laissé la tourelle et le châssis non finis pendant 4 ans sur mon bureau. En 2021, j'ai décidé d'en finir une fois pour toutes. La tourelle avait été la partie la plus dure. C'était encore une sorte de cône coupé, mais là il y avait un bout de cylindre vertical avec un devant plat et une drôle de base de canon. Le devant du châssis était rond, donc j'ai dû faire une structure à l'intérieur pour qu'il soit parfait. Les jupettes sur le côté étaient un défi aussi, mais j'ai juste fait une structure à l'intérieur et je les ai collées dessus. Le tuyau d'échappement était assez difficile, avec des bouts de bambou que j'ai joints avec de la colle et du carton que j'ai dû sculpter. Il devait en avoir deux, mais sur mon plan il y en avait juste un, donc j'ai fait David good enough. La peinture m'a pris plusieurs heures, et ça reste honnêtement la peinture la plus dure que j'ai faite pour une maquette. C'est un camouflage un peu spécial, avec du beige, du bleu clair et du bleu foncé. C'était fait pour briser la silhouette du tank sur l'horizon. Après les couleurs, j'ai juste pris un peu de beige séché pour le frotter dessus et donner un aspect un peu poussiéreux. Après ça, même chose, j'ai juste perdu intérêt et ça a pris 2 ans avant que j'en refasse. L'année dernière, durant les fêtes, j'avais soudainement un coup de nostalgie et j'ai décidé d'en refaire, mais je savais pas lequel. J'ai demandé à mes amis s'ils voulaient que je leur en fasse, et un de mes amis a dit un Léopard 2 A4, le même que dans l'armée canadienne. Le Léopard 2 est un tank allemand et un des meilleurs aujourd'hui dans le monde. Il est bien protégé, bien armé, avec une bonne électronique, un bon moteur et un très bon tank en général. Il est notamment utilisé aujourd'hui par les Ukrainiens contre les Russes, mais parce que les Russes ont établi des grosses fortifications avec des champs de mines et parce que les Ukrainiens n'ont pas de supériorité aérienne, il n'y a pas eu de grande offensive blindée, surtout des escarmouches. Je vais être honnête avec vous, il a été vraiment compliqué à faire. Quand je fais un avion, c'est dur, c'est répétitif, mais c'est assez simple à faire. Tandis qu'un tank, c'est facile, mais c'est plus compliqué. Suivez?
Il y a tellement de différents angles sur la tourelle et surtout dessous, donc il a fallu que je détermine comment le faire avec une structure à l'intérieur et tout. Vous voyez ici toutes les différentes pièces de la tourelle, il y en a quand même beaucoup. Je vais vous admettre que j'ai été très content du résultat. Ma précision maintenant pour les maquettes, c'est du demi-millimètre. Le canon a été un petit défi aussi, mais rien de trop dur, tandis que le châssis a été très facile. Tous les petits détails ont pris du temps, mais je reste surtout content de la peinture. J'utilise toujours de l'acrylique et je voulais donner un aspect vraiment sale et boueux, donc j'ai utilisé 3 teintes de brun et beige, et je pense que le résultat est très bien. Mon ami était content, c'est ça qui compte. Ensuite, j'ai trouvé ce que je voulais faire pour moi. Je suis en train de préparer une énorme vidéo sur la guerre du Vietnam en 3 parties, et j'ai lu pour ça des milliers de pages de livres, y compris sur la guerre aérienne. Je voulais faire un avion américain moins connu, et j'ai choisi le F-100. Le F-100 Super Sabre, surnommé le Hun, a été conçu quand le gouvernement américain mettait beaucoup d'argent dans le développement d'avions de pointe contre les Soviétiques. C'était notamment un des premiers avions supersoniques. Il a été utilisé au Vietnam, au début dans le nord lors de l'opération Rolling Thunder en escorte de bombardiers et pour la suppression des défenses antiaériennes, mais il a été assez vite relégué comme principal avion de support au sol pour l'Air Force au Vietnam du Sud. C'était probablement l'avion le plus dur que j'ai eu à faire, honnêtement. La grosse raison, c'est la forme. C'est pas une belle petite forme ronde, non. C'est une forme vraiment bizarre, passant d'ovale à une espèce de triangle arrondi à rond à la fin. Faire des pièces structurelles de la bonne forme a été un enfer, et les couvrir ça a été encore pire. Le résultat était un peu inégal, donc j'ai pris une sableuse rotative électrique pour tout lisser. J'avais peur que ça démolisse l'avion, mais non, même du papier sablé 80 c'était correct. J'étais vraiment content du résultat. Pour les ailes, j'ai fait une structure à l'intérieur, avec du bambou taillé et des morceaux de carton parfaits. La peinture a été assez dure aussi, ça m'a pris plusieurs heures. Je voulais vraiment répliquer le camouflage utilisé, donc j'ai dû faire des bons mélanges, faire un travail propre, et le bout le plus dur a été les insignes. J'étais pas sûr d'être capable au pinceau au début, mais finalement ça a bien fini. Ça c'est mon dernier, le F-4 Wildcat. Encore une fois, je voulais faire un avion moins connu. Le F-4 était un chasseur naval américain du début de la guerre du Pacifique. Il a combattu contre les Zéros, notamment à Guadalcanal, à la mer de Corail et à Midway. Il était surclassé par le Zéro en termes de vitesse, d'agilité et de portée, mais il était meilleur en piqué et il était blindé, notamment derrière le pilote. Les pilotes américains ont appris à éviter les combats tournants et faire des tactiques de hit and run en piqué. Il a été plus tard remplacé par le F-6 Hellcat et le F-4U Corsair, qui étaient nettement meilleurs. En maquette, il a été beaucoup plus facile à faire que le F-100. La forme reste assez ronde, donc rien de spécial. Je suis vraiment satisfait aussi par les ailes, et comme d'habitude, je fais pas les hélices parce qu'ils seraient trop fragiles. Pour la peinture, c'est bien en général. J'ai fait la peinture utilisée à Guadalcanal, donc 2 teintes de bleu-gris, et les étoiles avaient plus le petit rond rouge dedans pour éviter la confusion avec les avions japonais. Le problème est que pour l'acrylique, en séchant, elle devient toujours plus foncée, donc il faut corriger en la faisant plus claire au début, mais là je l'ai un petit peu trop fait et mon bleu est resté trop clair. Aussi, on peut voir les séparations de la structure un peu, mais ça donne un aspect similaire au vrai avion, donc je m'en fais pas trop. Bon ben, j'espère que vous avez aimé, c'était ma collection. Ça a pris quand même plusieurs années pour la faire. Puis même si c'est souvent dur à faire, c'est toujours satisfaisant. Un avion que j'aime et que j'aimerais faire est le F-15 Eagle. Mais le problème est qu'il y a trop de petits détails ronds et ça se fait pas vraiment en carton. Mais dans tous les cas, j'ai assez de maquettes. Comme j'ai dit, je suis en train de préparer une énorme vidéo sur la guerre du Vietnam en 3 parties, donc vous pouvez aimer ou vous abonner, et on se revoit bientôt.